Oui, bonjour à tous. Je suis Rémi Guenner, je travaille à l'Eurométropole de Strasbourg et je m'occupe depuis 2007 des opérations de restauration de cours d'eau et de zones humides sur le territoire. Donc, il faut comprendre que les cours d'eau, l'Europe a essayé de mettre en place un certain nombre de réglementations pour améliorer la qualité à la fois des masses superficielles des cours d'eau, les cours d'eau, les fleuves, mais également les masses souterraines, les nappes phréatiques. Donc, l'idée, c'est de ne pas continuer de dégrader ces milieux-là, qui sont fortement anthropisés. Donc les cours d'eau ont été rectifiés, on verra des exemples tout à l'heure. Il y a des cours d'eau qui ont été canalisés à l'intérieur des villages pour essayer de protéger les villages, mais finalement c'était une fausse bonne idée. Il faut aussi l'amélioration de la qualité des eaux passe également par la réduction des pollutions. Que ça soit au niveau des rejets des versoirs d'orage, des réseaux d'assainissement dans le cours d'eau en période d'orage, mais également les pesticides et les intrants agricoles à partir des champs lorsque ces substances sont lessivées en période de crue, de grosses pluies. Il faut savoir aussi que depuis 2018, il y a eu une prise de compétence de ce qu'on appelle la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est une compétence qui a été transférée aux établissements publics, aux EPCI, pour essayer d'avoir une homogénéisation des interventions sur l'ensemble du bassin versant, c'est-à-dire que l'ensemble des collectivités sont censées travailler ensemble pour améliorer la situation sur l'ensemble des bassins versants. Ça c'est 2018, donc c'est quand même tout récent, mais l'Eurométropole, malgré tout, même sans avoir la compétence, a déjà commencé depuis 2008 les premiers travaux de restauration de milieux aquatiques. Vous en verrez des exemples par la suite. Alors Strasbourg est situé, donc vous voyez, c'est la carte de l'Eurométropole de Strasbourg, où il manque un petit bout parce qu'entre-temps il y a 5 communes qui se sont rattachées, et situé vraiment à une confluence d'énormément de petits cours d'eau. Donc c'est souvent des cours d'eau de faible acabit. Il y a le Rhin qui borde l'Eurométropole sur la partie est, mais vous avez tout un réseau qui conflue pratiquement tous pour se rejeter dans le Rhin, plus au nord de l'agglomération. Il y a juste un petit réseau, donc le Neubechel, Mühlbechel au nord, qui rejoint la Zorn et la Moder un peu plus au nord, mais qui aboutit de toute façon également dans le Rhin au final. Alors, effectivement, pourquoi est-ce qu'on restaure les cours d'eau ? Donc il y a la directive 4 sur l'eau qui demande à améliorer l'état des masses d'eau. Ça veut dire améliorer l'état des masses d'eau, c'est à la fois restaurer la morphologie des cours d'eau. On verra à quel point les cours d'eau ont pu être dégradés. Et on sait que les cours d'eau sont vraiment des continuités écologiques, à part quelques tronçons qui ont été busés dans certaines agglomérations. C'est vraiment un milieu qui est continu de sa source jusqu'à l'embouchure dans les océans ou dans les mers. Et donc il y a, en règle générale, et malheureusement c'est pas toujours le cas non plus, donc les cours d'eau sont bordés d'une ripisylve, donc ce sont les arbres qui poussent le long de ces cours d'eau et qui souvent sont également fortement dégradés, donc avec des tronçons où il n'y a plus aucun arbre. Donc ça également, ça participe à la dégradation des cours d'eau. Déjà, il y a la trame verte est interrompue, mais également donc l'absence de ces arbres en bordure du cours d'eau facilite le réchauffement
de l'eau est ce qui est le premier facteur dégradant d'un cours d'eau à partir du moment où c'est non chimique. Donc c'est un support de trame verte et donc la restauration des cours d'eau et des zones humides qui sont souvent associées à ces cours d'eau, il est important de procéder à ces travaux pour essayer de restaurer ce qui a été dégradé. Alors on ne peut pas intervenir sur la totalité des linéaires parce qu'il y a toujours des problèmes fonciers. On est en particulier sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, sur des territoires où il y a une pression agricole extrêmement forte. Les terrains sont extrêmement riches, sont très très riches. C'est du Leuce à proximité de Strasbourg, donc il y a des grands enjeux agricoles et il y a le monde agricole est soumis à des pressions à la fois d'expansion de l'urbanisation, la création à l'époque de la ligne à grande vitesse pour lier Strasbourg rapidement à Paris, des voiries qui sont créées, donc on grignote régulièrement donc les terres agricoles et quand on vient pour en rajouter une couche avec nos projets de restauration écologique, il faut jouer des biscottos pour essayer de faire passer la pilule. Alors, ce que je vais vous présenter, donc c'est un certain nombre d'exemples de restauration qui ont été réalisés sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, mais et donc leur impact sur l'évolution de la biodiversité sur ces secteurs-là. Vous verrez, j'ai illustré avec plein de photos. Ce sont des photos qui ont toutes été prises sur les sites en question et que j'ai fait de moi-même parce que bon, c'est ma passion aussi. Donc depuis ma prime jeunesse. Donc je ne reviens pas là-dessus. J'ai parlé déjà de l'amélioration de la qualité chimique de l'eau, l'amélioration de la qualité physique des cours d'eau. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est le rétablissement de la franchissabilité piscicole et du transit sédimentaire. Il existe sur l'ensemble du linéaire des cours d'eau très souvent des seuils qui ont été mis en place. Alors c'est souvent lié à la présence de moulins qui avaient besoin de récupérer cette force hydrodynamique pour faire tourner les roues ou pour faire tourner les moulins. Donc souvent les usages ne sont plus, enfin il n'y a plus d'usage au niveau de ces seuils et donc il y a parfois possibilité de retravailler cette franchissabilité. Tout en fin de la présentation, je vais vous présenter donc ce qui a été fait l'année dernière sur Strasbourg. Alors, juste deux mots sur le... Une question sur le... pardon, je vais juste revenir en arrière sur le terme transit sédimentaire. Alors, transit sédimentaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est souvent oublié. C'est-à-dire que naturellement, un fleuve, les cours d'eau érodent les berges, il y a des matériaux qui sont emportés. Et lorsqu'on a un seuil, on a ces matières en suspension sont bloquées, ces graviers, c'est bloqué. Et donc vous avez une accumulation et un effet plan d'eau à l'amont de ces seuils, ce qui transforme, enfin qui réduit déjà la dynamique des cours d'eau et qui empêche finalement cette capacité érosive de pouvoir cette énergie de pouvoir se propager vers l'aval. Oui, c'est ce qui était expliqué tout à l'heure par Laurent Schmitt sur le Rhin. Alors c'est pas la même échelle, hein, mais non, sur le Rhin, oui. Mais c'était... Et les passes à poissons, c'est que dans un sens ou... Parce que moi j'ai le souvenir des passes à poissons pour que les saumons puissent remonter, mais c'est aussi... Alors, la franchissabilité piscicole ne se fait pas obligatoirement par une passe à poissons. Hein. Oui. Ça peut se faire aussi par un effacement de l'ouvrage. C'est ce qu'on a fait en partie dans le dernier exemple que je vais présenter. Alors effectivement, une passe à poissons doit permettre la libre circulation, la dévalaison, donc de l'amont vers l'aval, mais également la remontée. Enfin, au départ, c'était fait pour la remontée piscicole, hein, puisqu'il faut qu'il y ait une puissance, une énergie suffisante pour que ça soit attractif pour les poissons, mais il faut également que les poissons puissent dévaler, et souvent il y a une mortalité sur les usines hydroélectriques parce qu'en fait lors de la dévalaison les poissons sont broyés dans les turbines, quoi. Ce qui n'est pas l'objectif, hein.
Donc un petit mot juste par rapport au financement. Donc ce sont des travaux qui souvent coûtent cher. Et heureusement, donc l'agence de l'eau finance souvent à hauteur de 60%. Et donc la région peut monter jusqu'à 25%. On n'a pas le droit de dépasser les 80% de subventions, ce qui fait qu'en règle générale, il reste à charge pour l'Eurométropole de Strasbourg l'équivalent de 20%, ce qui est raisonnable, mais bon, il faut avancer l'argent malgré tout. Alors, donc là, je vais vous dérouler toute une série de projets. Donc, je ne vais pas parler automatiquement, en particulier sur ce projet-là, automatiquement de cours d'eau, mais plutôt là ici de zones humides. Alors le tram, lorsqu'il a été créé dans ce secteur, c'est sur Oswald, c'est au sud de Strasbourg. Donc il y a eu ce boisement qui avait été détruit sur l'emprise du tram, et donc il y avait nécessité de créer des boisements compensateurs. Lorsque ces boisements compensateurs ont été créés, donc il y a un certain nombre de mares qui ont été mises en place parce qu'il y avait un enjeu crapaud vert dans le secteur. Le crapaud vert, c'est une espèce où il y a un plan d'action national parce que c'est une espèce qui est en très forte diminution. Elle est en Alsace et enfin dans la partie extrême du Grand Est en limite de répartition. Elle est plutôt présente plus à l'est. Et donc, il était important à ce moment-là de créer donc des mares dans ce secteur-là. Alors, rien qu'en mettant en place des... Alors, il y a aussi un enjeu, c'est-à-dire que vous avez ici un site potentiel de reproduction où on avait constaté des reproductions de crapauds verts, et un site ici qui a été... connu de reproduction du crapaud vert. Et donc l'idée, c'était aussi, dans le cadre des différents projets, vous verrez, on est intervenu également dans ce secteur qui est situé sous les lignes à haute tension. On est intervenu pour essayer de relier ces deux sites pour créer un véritable corridor écologique. Donc là, après la création des mares dans le secteur à reboiser, donc vous voyez que très rapidement, donc les travaux se sont terminés au mois de mars, et en avril, il y avait déjà les premières pontes de crapauds verts. Ça peut aller extrêmement vite. Les crapauds verts sont des espèces pionnières qui se baladent, et finalement, dès qu'elles trouvent un habitat favorable, ils se reproduisent. Là, on voit les crapauds verts en train de se reproduire. Les pontes, puisque les pontes de crapauds, c'est des filaments, hein, c'est contrairement aux grenouilles où vous avez des amas de pontes. Vous avez des différentes espèces qui se sont installées. Majoritairement, ce sont les libellules, puisqu'en fait, ce sont des espèces qui se déplacent très facilement et donc qui reconnaissent très facilement ces sites. Donc, ce qui est aussi important de signaler, c'est que dans ce secteur-là, hein, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est encore les premières mares qui ont été créées, qui se sont vite refermées parce qu'en fait la végétation a rapidement poussé. Donc il y a eu d'autres mares qui ont été créées à proximité pour compenser donc le manque d'attractivité des mares qui se sont refermées, puisque le crapaud vert a besoin d'un milieu ouvert pour pouvoir survivre. Il y a eu ici ce qu'on appelle un ensemble immobilier qui s'appelle les Rives du Bourry, qui a eu l'autorisation de se construire sur ce site inondable parce que donc il y a eu des constructions sur pilotis pour que les crues puissent quand même de ce cours d'eau puissent s'étendre jusqu'à sur la même surface qu'initialement. Et donc dans le cadre du projet, donc tout le reste du secteur, il y a quand même une énorme surface qui a été maintenue et pour être réservée donc aux habitats. Donc ce sont des prairies de fauche, et puis donc des mares qui ont été positionnées à proximité des habitations. Alors un peu plus haut, hein, donc on est
Donc, je vous ai parlé de ce secteur-là. Donc là, on va parler de ce qui a été fait sous les emprises des lignes à haute tension, qui permet de relier donc ce site au deuxième site de reproduction. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été faits en deux parties entre 2012 et 2015. C'était un habitat qui était dégradé, qui est situé sous les lignes à haute tension, donc vraiment coincé entre deux lotissements, un sur Strasbourg au nord et un sur Oswald au sud. Et il y avait également, donc au niveau de la petite étoile, un point noir où les crapauds verts, il y a eu des mortalités de crapauds verts parce qu'ils ont été écrasés par les véhicules. Vous voyez l'état initial du cours d'eau. C'est un cours d'eau qui était beaucoup trop large. Hein. Il démarre 3 km à l'amont. Et un cours d'eau, au bout de 3 km, normalement, il n'a pas 8 mètres de large. Hein. Donc, il a été surélargi à un moment donné parce que quelques dizaines de mètres à l'amont, il y avait une tannerie, une ancienne tannerie qui déversait les eaux polluées dans ce cours d'eau. Et donc, le surnom en alsacien, c'est Steingrove, ça veut dire le fossé qui pue. C'était devenu un lieu de décharge. Donc, mes prédécesseurs se sont dit, on élargit, on cure, on élargit, et le cours d'eau pour que finalement il n'y ait plus cette odeur-là. Mais enfin bon, je ne sais pas si à l'époque ça avait eu un effet favorable. En tout cas, ça fait une cinquantaine d'années que les tanneries ne sont plus en activité, mais la pollution est restée, et c'était aussi un des problèmes qu'on a rencontrés lorsqu'on a travaillé sur la restauration. Donc l'idée, c'était de réduire la largeur du lit, parce qu'en fait, comme le cours d'eau est beaucoup trop large, c'est un cours d'eau alimenté uniquement par la nappe phréatique. Donc il y a automatiquement, lorsqu'il n'y a pas de dynamique, les vases qui se déposent. Et donc on avait un autre problème, c'est que tout ce quartier, donc toutes les eaux pluviales, étaient rejetées directement dans le cours d'eau sans traitement. Donc là, vous voyez cette butte qui correspond à l'emplacement de la buse qui se trouve en dessus. Donc on a également le cours d'eau, il est caché derrière cette butte. Cette butte provient de l'élargissement du cours d'eau à l'époque. Donc il y a eu ce gros merlon qui pouvait atteindre 2,53 m, 3 mètres par endroit, et qui déconnectait réellement le cours d'eau de son lit majeur. La buse, c'est un tuyau? Oui, pardon. La buse, oui, ce sont des conduites dans lesquelles passent les eaux. On appelle... il y a souvent aussi ce genre de buse qui permet de traverser les routes. Enfin, oui, c'est un terme un peu technique, effectivement. Donc là, on voit c'est une image issue des mesures naturelles de terrain avec le lidar. L'altimétrie est représentée en orange, ce sont les secteurs les plus hauts, et au fur et à mesure qu'on descend, on est dans le jaune, vert et bleu. Plus c'est bleu foncé, plus c'est bas. Et le lidar, je l'utilise énormément pour lorsque j'essaie de concevoir, repérer les secteurs où potentiellement on peut faire de la restauration, et on peut également comprendre grâce à ce lidar les secteurs où, si l'altimétrie est correcte, si par exemple on veut reprendre dans un ancien tracé de cours d'eau, est-ce que finalement on se retrouve avec une bonne altimétrie à la fin pour pouvoir faire la reconnexion. Et lidar, c'est quoi? Le lidar, en fait, c'est un avion qui passe et qui envoie du laser. Et donc, en fonction de ce qu'il rencontre en altimétrie, ça permet d'avoir un nuage de points qui permet de repérer très facilement l'altimétrie du sol, et ça passe à travers la végétation. Donc on arrive vraiment à quelque chose de très précis. Ça a été financé par l'Eurométropole de Strasbourg. Il y a l'IGN qui a lancé une campagne sur l'ensemble du territoire national et qui devrait être disponible très prochainement. Et donc le merlon, on voit bien à quel point le cours d'eau qui est ici, donc la partie en eau apparaît souvent en blanc parce qu'en fait le laser a du mal à repérer ce qui se passe au niveau des surfaces en eau.
mais on voit bien en berge ici donc la hauteur de l'eau qui est assez profonde, le merlon qui est élevé, et donc le lit majeur qui se situe à côté, avec les conduites qui ramènent directement les eaux pluviales dans le cours d'eau. Ça, c'est le secteur, le point noir dont je vous ai parlé au départ. Donc c'est une une voirie automobile de part et d'autre de la voie de tram. Donc c'est une grosse largeur. Et donc effectivement, le temps que les crapauds traversent, ça fait un petit peu de la soupe. Et on avait malheureusement le passage ici sous le pont, où il n'y avait pas du tout de banquette. Et donc le passage à pied, à sec des espèces n'était pas possible. Donc là, vous avez la localisation des anciennes tanneries. Donc vous voyez que c'est vraiment pas loin du tout du site. Hein. Donc c'est quelque chose qui... Et donc il fallait évacuer ces matériaux pollués, ce qui aurait pu renchérir énormément les coûts. Mais on a eu de la chance, il y avait d'autres opérations qui font qu'on avait déjà un site ici, ce qu'on appelle les anciennes décharges des tanneries, où il y avait déjà pas mal de matériaux pollués qui étaient mis en place, et donc on en a rajouté une couche, et ça a évité donc de les mettre directement en traitement. Et actuellement, donc il y a une opération qui va se faire très prochainement pour réhabiliter tout ce site, pour protéger, pour éviter que les lessivages ne ramènent cette pollution vers la nappe phréatique. C'est une pollution essentiellement au chrome, un petit peu à l'arsenic. Donc c'est pas extraordinaire. Donc juste pour que vous ayez une vision un petit peu de ce qui a été fait. Donc le cours d'eau a été dévié à plusieurs endroits. Donc c'est pas la version finale, mais enfin bon, il y a eu un réseau de mares qui a été créé sur tout le long, dans lequel donc le crapaud vert s'est installé très rapidement. Et ici vous avez les filtres plantés, donc qui ont été mis en place pour recueillir les eaux pluviales, pour les traiter avant de les rejeter dans le milieu naturel. Donc voilà ce qui a été fait, par exemple. C'est pas directement des travaux de restauration de cours d'eau, mais c'est important aussi de profiter donc de ce type d'opportunité pour essayer de traiter ces eaux pour améliorer donc la qualité des eaux avant rejet dans le milieu naturel. Il y a encore actuellement, donc c'est suivi par l'ENGES. Donc il y a une succession de thèses qui ont eu lieu sur ce secteur-là, avec une prise de la qualité des eaux avant rejet dans la mare, l'impact de la mare, du phénomène de la décantation, dans la mare, donc avec une prise de mesure entre la mare et le filtre planté de roseaux. Et donc une analyse de l'eau en sortie, et on arrive à battre 95 à 97% des polluants en fonction du type de polluants rencontrés. Donc c'était quand même très intéressant. Et on a également donc toutes les problématiques des matières émergentes, les médicaments, enfin toutes ces substances qui sont difficilement décelables, qui sont aussi partiellement captées par ces dispositifs. Bon, il faut que j'accélère. Donc voilà un petit peu les fils quand ça a un petit peu poussé. Donc les mares qui ont été créées, donc avec très rapidement, donc en 2012, ces premières mares ont été créées. Comme il y avait le problème de pollution qui allait au-delà de ce qu'on pensait initialement, donc on a dû interrompre pour essayer de trouver des solutions, puisqu'on a vu que le merlon était particulièrement pollué, y compris en dessous du merlon, et parce qu'en fait il y a eu lessivage, et donc il fallait qu'on attende de faire des études complémentaires pour retravailler tout ça. Et moi, je m'étais posé une question quand j'avais vu le document. Il n'y a pas un problème de moustiques, du coup Alors, ça, c'est une question classique. On est effectivement... les gens ont toujours peur que lorsqu'on crée des mares, les moustiques apparaissent. Là, en réalité, à partir du moment où vous avez des surfaces en eau, en particulier de cette petite dimension pérenne, vous avez toute une batterie, enfin toute la faune
qui s'installent. Vous avez donc les larves de libellules, vous avez les têtards, vous avez des ditiques, vous avez il y a tout un cortège d'espèces qui se nourrissent des larves de moustiques, qui empêchent la prolifération des moustiques. Et je n'ai jamais eu, depuis 2012, aucune plainte par rapport aux moustiques dans ce secteur-là. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit qu'effectivement le milieu naturel peut avoir, quand il fonctionne bien, peut supprimer ce type de problème. Des chauves-souris, il y en a un peu partout. Après, elles sont pas toujours très visibles parce que elles volent essentiellement donc on les voit en fin de journée. Après la nuit, on les voit pas du tout. Mais donc c'est un corridor qui est facilement utilisable par la chauve-souris parce qu'il n'y a pas d'obstacle par rapport aux habitations qu'on a à côté. Donc effectivement, il est possible de rencontrer ici des chauves-souris. Donc voilà, donc ça c'est un crapaud vert encore qui a été vu dans le secteur. Les jeunes qui ont été vus dès la première année, donc ces travaux ont été faits au printemps. Et donc au mois de août-septembre, on a déjà vu les petits. Donc la recolonisation, moi je suis toujours étonné quand je fais des travaux de restauration, la vitesse à laquelle finalement il y a manque d'espace, il y a manque de ce type d'espace pour les espèces, et la recolonisation elle se fait pratiquement immédiatement. Bon, en plus c'est une espèce pionnière, donc c'est pas étonnant de retrouver le crapaud vert là-dedans, qui a besoin effectivement de retrouver des nouveaux sites de reproduction. Voilà un petit peu à quoi ressemble le site après 2015. Le merlon a été supprimé, donc il était effectivement extrêmement pollué. Même les terrains à l'aval, lorsqu'il y avait encore une possibilité d'inondation par remous, c'était pollué également, donc il fallait qu'on retire tous ces matériaux. Donc c'était vraiment compliqué pour essayer de gérer ça. On a créé, ça c'est un cours d'eau dévié. Sur certains, l'ancien tracé a été comblé en partie avec les vases pollués pour essayer de les cantonner. Donc ce qui fait que maintenant on a un linéaire sur les 600 mètres restaurés exempt de pollution, pratiquement exempt de pollution. Et donc on retrouve, comme on a réduit la largeur du cours d'eau, la vitesse du courant étant suffisante, on retrouve le gravier au fond, et donc la vase ne se réinstalle pas parce que la largeur est adaptée par rapport à la capacité, à l'énergie du cours d'eau. Juste encore une question, là on traverse aucune propriété, c'est public? Là on est sous la ligne à haute tension. Donc en fait, c'est pour ça que ça n'a pas été construit. Il n'y aurait pas de ligne à haute tension, il n'y aurait eu rien du tout là. Oui, donc vous ne pouvez jamais intervenir dans des zones où il y a des propriétés ou si là, les autres projets qu'on va voir un peu après, il faut que j'avance, sont sur des terres agricoles. Et là c'est plutôt des discussions avec les exploitants. Voilà, donc ici, on voit les secteurs où on a entreposé les vases. Là, c'est lorsque le cours d'eau inonde. Donc là, aujourd'hui, il peut de nouveau inonder le site, ce qui n'était plus possible avec le merlon. Et donc là, vous pouvez voir pourquoi on a recréé en période estivale, la hauteur d'eau était vraiment très faible. Et donc en récréant la banquette et en rétrécissant, donc on arrive à rétablir une hauteur d'eau suffisante pour le passage des poissons de l'amont vers l'aval. Et voilà le résultat. Donc avant, et avec les banquettes, il y a possibilité maintenant de contourner ce point noir et pour que les espèces puissent passer en dessous et rejoindre l'autre côté sans se faire écraser. Et les lignes à haute tension, ça n'a aucune incidence? C'est pas l'idéal. Il y a des gens qui habitent à côté. Moi, jamais de la vie, j'aurais voulu habiter à côté d'une ligne à haute tension. Et les crapauds, ils s'en foutent? Non. Oui, après, ils restent pas non plus. C'est pas un lieu, c'est un lieu de reproduction. Donc, ils viennent, ils pondent. Les adultes souvent repartent très rapidement vers leur lieu d'estivage. Et donc, c'est les petits ensuite qui se dispersent. Mais globalement, ces espèces-là ne vivent pas toute l'année sous les lignes à haute tension. Donc, un autre secteur, donc c'est plus complètement à l'aval du site. Donc là également, on a recréé une annexe hydraulique puisqu'elle existait avant. Et donc,
Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est connecté à l'aval sur l'île, et vous voyez un petit peu les nouveaux milieux qu'on recrée. On a fait en sorte aussi que ces annexes n'aient pas la même profondeur, ce qui permet de créer autant d'habitats différents, susceptibles d'attirer des espèces différentes. C'est toujours cette volonté qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire que diversifier au maximum les habitats pour que ça puisse convenir au maximum d'espèces. Donc vous voyez, ça a été fait en 2009, c'est déjà ancien. Voilà un petit peu le site quelques années après la restauration. Vous voyez, là on n'a rien planté, les joncs sont venus tout seuls. On avait ici un secteur à orties, donc en décapant, ces orties ont disparu. On a eu malgré tout une recolonisation par les solidages. C'est une espèce invasive qui produit des rhizomes, qui fait que finalement les autres espèces ne viennent pas, enfin ça concurrence les autres espèces. Là, en arrachant, on a permis de limiter donc la prolifération de cette espèce. Donc vous voyez, un an après la restauration, 12 espèces en régression en Alsace. La couleuvre à collier, quelques libellules, le Saint-Pétre nerveux rouge, criquet ensanglanté, caractéristique des zones humides, des limicoles qu'on ne trouvait pas au préalable, le lait sauvage qui est pas vu fréquemment, le martin pêcheur qui est en liste orange. Donc enfin voilà. Donc on a très vite une recolonisation du site par ces espèces-là. Et c'est un vrai plaisir de se rendre compte que finalement, on donne un coup de main à la nature, et surtout en milieu urbain où ces espaces sont extrêmement rares. Là, c'est un cas de figure, c'est beaucoup plus... C'était au début qu'on n'avait pas beaucoup de moyens financiers. Donc, un autre moyen pour diversifier les écoulements, c'est de créer des épis pour concentrer les écoulements avec l'espoir que les vases se déposent de part et d'autre. C'est quelque chose que je ne referai plus aujourd'hui, mais bon, ça avait pour intérêt donc d'améliorer un petit peu la situation. On a fait des pêches électriques par derrière, donc on s'est rendu compte que effectivement, dans ce secteur-là, le gravier est présent, mais la quantité de vases ailleurs reste importante. Et il y avait un secteur qui était très piétiné par les vaches, avec un surélargissement donc du cours d'eau. Donc là, en mettant en place des fascines, c'est-à-dire des branches qui retient la terre par derrière. Donc ça a permis de recoloniser tout ce site et de reconcentrer les écoulements. Qu'est-ce que c'est des pêches électriques? Alors les pêches électriques, c'est normalement pas dangereux pour les poissons. Ça provoque une nage forcée, c'est-à-dire que c'est une petite anode circulaire qu'on met dans l'eau, qui lance une petite décharge. Ça provoque une nage forcée des poissons qui sont attirés sans le vouloir par cette anode, et à ce moment-là, ils sont pêchés avec une petite un filet. Et donc les poissons sont comptés, pesés, et ensuite, quand ils reprennent connaissance, sont remis dans le milieu naturel. Mais ça permet d'avoir vraiment une vision exhaustive sur un tronçon donné de ce qui se passe. Un autre secteur, donc c'est au niveau, ça c'est sur Egbolsheim, si vous connaissez. Donc là, on a créé un réseau de mares connecté ou pas à l'aval avec le Mulbach. Et cet ensemble de mares est quand même très intéressant aussi. Vous voyez, on a... Alors, c'est un milieu qui était prairial au départ, donc potentiellement pas trop dégradé. Mais malgré tout, ils mettent souvent des antidicotylédones, ce qui fait que pour éviter qu'il y ait toute fleur qui pousse. On a quand même les orthétrum mastillés blancs, le Saint-Pétron du Piédemont. C'est des espèces qui viennent ponctuellement, mais qui peuvent quand même trouver ici des lieux de repos. Et donc, j'y suis quand même pas allé très souvent, et malgré tout, les peu de fois où j'y suis allé, j'ai réussi à rencontrer ces espèces-là. Donc ça prouve que finalement, potentiellement, il y a encore d'autres espèces qui peuvent avoir recolonisé le site. Ça, c'est également une espèce qu'on a rarement vue aussi bas au sud. On les voit plus au nord du Bas-Rhin. Et donc, c'est une espèce qui a été vue sur ce secteur-là, donc c'est intéressant. Et la grillon de mercure, c'est une espèce inscrite à l'annexe 2 de la directive Habitat. Elle a été vue sur les mares, alors que c'est un cours d'eau. Ce sont des espèces qui vivent normalement sur les cours d'eau, mais il y avait un petit cours d'eau à côté,
et elle a papillon, enfin elle s'est retrouvée dans ce secteur-là. Alors un autre projet plus intéressant, ça a été fait ultérieurement, hein. Donc le cours d'eau passait ici dans la partie où vous voyez les arbres, et en fait il y avait une ancienne prairie basse, puisque les champs autour sont bien plus hauts, et on s'est dit on va remettre le cours d'eau dans son ancien lit et on va le faire reméandrer. Ça c'est des opérations quand même qu'on privilégie maintenant pour essayer de redonner une fonctionnalité véritable au cours d'eau. Donc vous voyez qu'au départ on se trouve avec un cours d'eau rectiligne encaissé, on se retrouve avec un cours d'eau qui présente des sinuosités, et donc on a simplement surcreusé un petit peu le lit pour lui donner un petit chemin à suivre, et du coup lorsqu'on a remis l'eau dans ce nouveau tracé en mettant un bouchon sur l'ancien, sur le secteur le plus bas, donc il y a eu un élargissement, on crée une zone un petit peu d'estuaire entre guillemets, mais qui attire des limicoles, hein. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ce type de milieu, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la plaine agricole aux alentours de Strasbourg. Ces zones ouvertes comme ça, où avec des faibles hauteurs d'eau, où les limicoles, tout ce qui est chevalier, bécassine, peuvent se retrouver. Donc voilà un petit peu les espèces qu'on a vues sur le site, même une musaraigne aquatique, vous voyez, qu'on ne voit pas fréquemment. Le martin pêcheur, j'ai regardé en fait sur Internet, dans le Korsberg, il est pas vu. Donc le fait qu'on le retrouve ici prouve que finalement, si on crée des habitats, de nouveaux habitats, les espèces finalement finissent par venir. Juste un petit peu pour vous montrer que comme on a reconnecté le lit au cours d'eau, dès que l'eau monte, ça inonde le site, donc ça renforce le caractère humide du site. On a créé également des mares de part et d'autre. Donc ces mares-là ne sont pas très souvent en eau, donc c'est un petit peu dommage. On a tenu compte de cette expérience pour retravailler un petit peu le fonctionnement ailleurs. Vous voyez, dans la majeure partie de l'année, elle est assez à sec, mais lors des inondations, ça peut se remplir d'eau. Et une année extrêmement humide, l'eau est restée dans cette mare-ci jusqu'au mois d'août, ce qui fait que les grenouilles, les têtards ont pu aller jusqu'à l'âge immature, quoi. Donc, ah non, attendez, mince. J'appuie sur. Donc un autre, j'arrive à la fin. J'espère que je dépasse pas trop. Donc ici, on a un cours d'eau qui était alors particulièrement dégradé, hein. Donc vous verrez les photos après. On a restauré 2 km de cours d'eau à l'amont et à l'aval du village d'Egversheim, qui est vraiment le village qui est le plus au nord-ouest de Strasbourg, avec également la création d'un barrage pour protéger la commune contre les crues. Mais ce que je vais vous montrer, c'est uniquement donc l'aspect restauration écologique. Alors, voilà à quoi ressemblait le cours d'eau. Pour moi, enfin, vous montrez ça à quelqu'un, il dit c'est un fossé, c'est pas un cours d'eau, mais malgré tout, c'est un cours d'eau. Et donc, un cours d'eau encaissé, rectiligne, vous voyez, il n'y a pratiquement plus de végétation. Du point de vue écologique, c'est très très mauvais. En plus, ce cours d'eau était pollué parce que la station d'épuration à l'amont, juste à l'amont, rejetait l'équivalent de 1500 équivalents habitants d'eau usée directement dans un cours d'eau avec une faible dimension comme ça. Donc il y avait 0 poisson jusqu'à sa confluence avec un autre cours d'eau. Donc ça s'est fait plus ou moins concomitamment. Donc en 2012, la station d'épuration a été mise aux normes. Et on est intervenu en 2012-2013 sur ce tronçon-là. La berge et le fond du lit appartenaient à la commune. Donc on a choisi de créer une zone vraiment plane pour que le cours d'eau puisse naturellement ensuite reconstruire son lit. Et les berges ont été retalutées en pente douce. Ça, c'est le tracé initial. Donc vous voyez, et ça a permis également de faire passer la pilule au niveau des agriculteurs parce que ça stockait plus d'eau en période de crue et donc ça les inondait moins.
regardez, ça c'est vraiment une photo très intéressante. Ça, on ne l'avait pas restauré parce qu'il y avait l'ouvrage qui allait passer dessus. Vous voyez à quel point on passe d'un cours d'eau encaissé et rectiligne avec un cours d'eau qui, après restauration, reste très, très rectiligne. Mais après les travaux, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie ? Parce qu'en fait, le principe, c'est de rétrécir la largeur du cours d'eau pour lui redonner plus de dynamique. Et là, en fait, on a un cours d'eau qui est beaucoup trop large par rapport à sa capacité énergétique. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que peu de temps après, donc vous voyez, il y a déjà de la végétation qui pousse dans le lit. Et peu de temps après, vous voyez que la végétation s'est installée naturellement dans cette zone basse et qui a permis donc de concentrer les écoulements. Et donc, comme ce sont des cours d'eau qui charrient énormément de matière en suspension, donc ces matières en suspension restent bloquées dans la végétation. Et finalement, on arrive à recréer naturellement des banquettes et on laisse vraiment le cours d'eau créer lui-même son propre lit. L'agrillon de mercure a été vu dans ce secteur-là, donc c'est quand même une espèce emblématique pour laquelle il faut travailler. Donc d'autres espèces aussi, bon, plus ou moins courantes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, j'ai vu des bécassines des marais, des bécassines sourdes, qui jamais de la vie se seraient arrêtées dans ce secteur-là avec le tracé initial du cours d'eau. C'est parce que, en fait, on avait des banquettes qui fait que finalement, c'est un lieu de pause possible pour ces migrateurs et donc qui permettent d'attirer ce genre d'espèces. Donc encore deux petits mots. Donc on a créé également un réseau de 3 mares tout à l'aval avec une petite déviation de cours d'eau. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble après. Donc c'est encore une façon de diversifier donc les habitats dans ce secteur-là. Canal des Français, donc je crois que c'est l'avant-dernière présentation. C'est un cours d'eau donc qui était à sec parce qu'en fait le canal des Français se traversait la route de la Monsenot et se rejetait dans l'île directement. Donc là, ça a été coupé. Pour les plus anciens, c'est au niveau de la discothèque du Chalet qui n'existe plus. Et donc on a reconnecté donc le canal des Français qui s'arrêtait ici à un ancien bras mort du Rhin qui s'appelle le Elvasseur, qui se trouve ici. Et donc voilà le résultat qu'on a. Donc vous voyez, on a des habitats quand même hyper intéressants, un réseau de mares, un cours d'eau phréatique qui présente une végétation intéressante, qui inonde très facilement également tout ce secteur-là. Et on a recréé tout un ensemble de milieux humides qui est hyper intéressant. Bon, c'est vrai qu'on est à proximité de la forêt de la Roberceau, mais malgré tout, ce type d'habitat, on le retrouve nulle part ailleurs. Et voilà les espèces qu'on a rencontrées. Alors, l'espèce la plus intéressante, c'est l'Echnisocelle, qui se voit vraiment pas très souvent et qu'on a rencontré, que j'ai vu également sur ce secteur-là. Une toute petite restauration, c'était mon premier projet en 2008. Donc, c'était une annexe de la Souffelle, donc qui a permis de diversifier aussi donc les abords de la Souffelle, qui est un cours d'eau particulièrement en mauvais état, donc avec même une couleuvre, anciennement couleuvre à collier, qui s'appelle maintenant couleuvre helvétique. Donc juste pour info, si vous voyez des têtards avec des branchies, ce sont des grenouilles rousses. Les autres têtards de grenouilles n'ont pas ces branchies. C'est une façon d'être sûr qu'on se trouve en présence de grenouilles rousses et pas de grenouilles agiles, par exemple. Et le dernier point, et pour pas trop retarder, donc ça c'est des travaux pour la franchissabilité piscicole et sédimentaire, bon surtout piscicole, puisque il est alimenté par le canal La Bruche de façon artificielle, donc avec un passage en dessous de planches. On a un premier obstacle ici, donc au Moulin de la Chartreuse, un deuxième au Creps. Donc tout ça c'est à Königshofen et la troisième tout à l'aval, donc près de la route de Schirmeck. Donc voilà à quoi ressemblait le cours d'eau au départ, à l'intérieur du Creps. Ce cours d'eau a été fermé après les années 50, donc ça servait de parking.
Donc après, vous voyez, il y a eu des plots qui ont été mis en place parce que ça menaçait de se casser la figure. Et donc, on interdisait la circulation le stationnement des véhicules. Quand on m'a contacté, on m'a dit, écoutez, il faudrait qu'on refasse la partie musée. J'ai dit, écoutez, il y a les directives 4 sur l'eau. Si déjà on fait des travaux, autant rouvrir le cours d'eau et ne pas refaire quelque chose à l'identique. Donc, les travaux ont été pris en charge par l'État, puisqu'il y avait un bail emphytéotique par l'État. Aujourd'hui, c'est la région, en 2015. Et ensuite, il y a plein de péripéties qui fait que le projet n'a pu être fait qu'en 2023. C'est vraiment mon plus vieux, un de mes premiers projets qui a traîné le plus longtemps. Et donc, voilà à quoi ressemblait devant le bâtiment, à quoi ressemblait le cours d'eau, avec ici une très faible hauteur d'eau. Et donc, en fait, c'est du point de vue écologique, pas intéressant du tout. Donc l'idée, c'était de reprendre. Et donc, je vous montre encore à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc vous voyez, on avait 2 vannes donc à l'amont. Ici, avec une ancienne turbine. Donc ici, c'était un dépôt de vase. Et ici, il y avait juste un mince filet d'eau qui traversait. Donc là aussi, on a supprimé donc, ces vannes. Et donc, on a rabaissé globalement le niveau de l'eau. Alors, ce n'est pas un effacement complet parce que le cours d'eau se sépare en 2 bras. Vous voyez, il y a le bras sud ici et le bras nord qu'on ne voit pas bien qui est au nord. Si on avait effacé complètement le seuil ici, il n'y aurait plus assez d'eau dans le bras nord. Donc, il fallait qu'on joue. Mais malgré tout, c'est un effacement partiel qui fait qu'on se retrouve ici avec une pente régulière, et vous voyez que la largeur du cours d'eau, comme elle est diminuée, il y a une dynamique qui est relativement importante et une vitesse de courant relativement importante. Alors, on n'a pas pu faire reméandrer ici parce qu'on avait ce point dur qu'il fallait conserver, et donc dans ce secteur-là, donc on reste rectiligne, on n'a pas pu faire autrement. Une fois qu'on est sorti de ce point dur, on a fait une petite sinuosité. Donc là encore, on n'a pas de recul. Par contre, on voit que dans ce secteur-là, il y avait quand même des espèces qui étaient intéressantes, dont le brochet, la bouvière. C'est encore plus intéressant au nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait qu'on ait rabaissé globalement le niveau de l'eau à l'amont a permis à rabaisser également le niveau général du cours d'eau sur un très grand linéaire, ce qui a permis l'apparition de banquettes naturellement, et qui vont se revégétaliser et qui participent aussi à l'amélioration à la création de nouveaux habitats. Donc ça, c'est le secteur au niveau du moulin de la Chartreuse. Pareil, un ouvrage ici bloquant, et donc on a effacé carrément l'ouvrage ici, avec un maintien quand même de l'eau sous le moulin, parce que pour éviter que la partie aval ne devienne un trou à moustiques, parce qu'en fait il n'y avait pas, là, c'était un habitat qui n'était pas très équilibré, et le linéaire était trop important. Donc, en fait, on n'a pas les mêmes capacités que dans une mare d'avoir les prédateurs des larves de moustiques. Vous voyez ici la différence entre 2011 et 2022. Vous avez certaines espèces qui ont disparu, des espèces invasives qui sont apparues, comme le gobie à tache noire, par exemple. Par contre, on a toujours la bouvière et le brochet pour lesquels on travaille. Et sur ce cours d'eau, on a également ce qu'on appelle la mulette épaisse, Uniocrassus, qui est un élément perturbant lorsqu'on fait des travaux de restauration de cours d'eau, parce qu'il faut tenir compte de sa présence pour préserver. Donc là, c'est l'effet miroir, hein, donc qu'on avait avant, avec une accumulation de vases. Et donc, une fois que le cours d'eau a diminué en hauteur, donc concentration des écoulements et banquette sur le côté. Et dernière image, donc c'est toute la partie aval. Ça, c'était les situations avant 2011. Donc vous voyez, il y a une rechute importante. Là, impossibilité de franchir pour un poisson. En 2011, on a ouvert les vannes, on les a jamais refermées, mais malgré tout, il y avait encore un seuil, une certaine hauteur qu'il fallait récupérer. Et donc ces aménagements permettent aujourd'hui, avec des petites échancrures ici, aux poissons de remonter. Et ça fonctionne bien. Donc là, bizarrement, alors qu'on est en lien avec un cours d'eau qui vient de l'île, on a moins d'espèces
qu'ailleurs, plus à l'amont. Mais donc, on a fait des pêches électriques donc avant, en 2022. On refera des pêches électriques après coup et on verra l'impact de la reconnexion et de l'amélioration des échanges piscicoles au niveau de ces ouvrages-là en faisant des nouvelles pêches électriques. Vous avez montré des sites qui étaient entourés par des exploitations agricoles. Oui. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes, par exemple, d'eutrophisation avec les engrais, des proliférations d'algues? Là, je ne l'ai pas montré. J'ai un autre site qu'on a créé l'année dernière sur 6 hectares. Donc ça, c'est vraiment un projet très ambitieux. Moins de 3 semaines après la remise en eau du nouveau tronçon qui était méandré, les algues filamenteuses sont déjà apparues. Et les algues filamenteuses sont vraiment des signes d'eutrophisation des cours d'eau. Et donc ça va très vite. Donc après, peut-être certainement il y aura un équilibre qui va se mettre en place. On a d'ores et déjà, donc j'ai déjà vu ce printemps-là, j'y suis allé il y a une semaine. Je suis allé là-bas avec un petit groupe. Il y a déjà des plantes aquatiques ou semi-aquatiques, des véroniques, des myosotis, des faux cressons qui se sont déjà installés en bordure et qui vont prendre de l'ampleur, qui vont participer à faire un petit peu à favoriser l'auto-épuration des cours d'eau en absorbant les matières organiques qui sont à l'origine justement de cette eutrophisation. Donc je pense que toute la végétation qui va maintenant pouvoir pousser dans le lit parce qu'on a un chenal qui sans vase, donc il y a maintenant un support possible d'accroche pour les plantes. Toutes ces plantes qui pousseront dans le lit vont améliorer par un phénomène d'auto-épuration le phénomène. Après ça va pas tout régler non plus, mais ça c'est déjà un plus quoi. Merci. Oui, moi c'est assez fascinant ce que vous nous montrez là, et en même temps c'est très inquiétant, dans le sens où hier on a projeté un film d'une philosophe, sur une philosophe qui s'appelle Isabelle Stengers. Elle parlait du droit à la négligence, c'est-à-dire ce droit que un certain nombre d'acteurs économiques se sont autorisés en rejetant des polluants dans la nature, etc. Et en gros, elle disait, on a pensé longtemps que c'était pas très grave parce qu'au fond, ce que le progrès a détruit, le progrès pourra le réparer, quoi. Moi, ce qui me fascine, c'est les moyens que le service dans lequel vous travaillez déploie. J'entends moyens économiques, moyens humains, pour faire justement des restaurations, des réparations qui n'ont pas en plus de dimension cosmétique. C'est-à-dire que c'est absolument fonctionnel. Donc c'est planqué, quoi, on le voit même pas. Ça a vraiment un but de restauration de milieu. Ouais. Y a pas... Non, mais la question là où je vais en venir, pardon, c'est du coup ça pèse sur les budgets des collectivités publiques d'une façon assez incroyable et exorbitante. Vous savez que l'école est financée par la ville et un peu par l'Eurométropole. Moi, je serais assez heureux de voir que plutôt que de dépenser de la thune pour faire ça, que vous n'allez pas vous mettre aussi. C'est un résumé, c'est hyper caricatural, mais c'est hallucinant quoi, de voir. Et ouais, donc là où je voulais en venir, c'est vous voyez ce que c'est les communs négatifs. C'est-à-dire ces choses dont on hérite, qui sont pas hyper positives, au contraire, qui sont extrêmement toxiques, mais au fond que nous sommes appelés on est appelé à en hériter, alors qu'on n'a pas choisi d'en hériter. C'est des communs négatifs qui pèsent encore une fois sur la capacité d'une collectivité en termes financiers, parce qu'elle est occupée précisément à réparer ce qui a été saccagé. Voilà, c'était juste un petit mot comme ça. Alors, mais par contre, ce que vous faites, c'est super. Alors, non mais c'est vrai, c'est vraiment, c'est vachement bien. Pour l'Eurométropole, le reste à charge c'est 20%. Ouais, mais après, c'est vrai que l'agence de l'eau, c'est un budget de l'État. La région, c'est également les impôts. Mais il faut se dire que c'est un bien commun. Tout ça, c'est un bien commun et dire que finalement, ça a moins de valeur que de mettre de l'argent dans une école. À faire ce qu'elle doit faire en matière
de déploiement de moyens pour la restauration. Enfin, déploiement. Je vous dis franchement, j'étais tout seul comme un grand de 2007 jusqu'à 2020 pour faire ça. Vous ne coûteriez que 50 000 euros par an, que ce serait déjà trop en un sens. Mais c'est pas vous qui êtes la cible. Encore une fois, ce que je dis, c'est plutôt positif. Hein. Mais ce qui est dingue, c'est ce droit à la négligence. Moi, c'est ça qui m'a interpellé en l'écoutant, cette notion, parce que c'est vrai que, allez-y, quoi. Déverser les polluants, et c'est la question des agriculteurs. Alors, on travaille là-dessus. Donc, il y a l'opération Fertimieux sur la Souffle, donc avec un travail pour réduire la quantité d'intrants. De toute façon, c'est devenu tellement cher que les agriculteurs diminuent d'office les quantités. Ils mettent largement moins qu'il y a quelques années. Donc, il y a plein d'agriculteurs quand même qui travaillent en non-labour. Donc en fait, ça limite également donc le transport des matières polluantes dans les cours d'eau en période de lessivage lorsqu'il y a des gros orages. Donc il y a des améliorations. On n'est de loin pas aussi avancé que ce qu'on devrait avoir. Il y a quand même un travail des collègues qui favorise le bio en matière de maraîchage ou d'autres cultures sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. En fait, on est plein d'acteurs à essayer d'améliorer la situation. Moi, ce qui m'a intéressé dans tous ces projets-là, c'est que on n'était pas dans un milieu protégé. Hein, avant de venir dans ce service-là, je m'occupais des forêts de Strasbourg, classement réserve naturelle des forêts de la Robertsau-du-Nove. J'avais participé donc à la rédaction des règlements des réserves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que on part d'un milieu qui est dégradé et on arrive quand même à y remettre de la vie. Et pour moi, c'est quand même une très grande satisfaction. Et je sais que comme on va continuer de gérer ces espaces pour essayer de les maintenir opérationnels, je me dis que finalement, j'ai pas travaillé pour rien. Mais encore une fois, ça renvoie aussi à cette notion de service écosystémique. Et là, on prend la mesure de ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les services écosystémiques sont rendus de façon inconditionnelle par les écosystèmes et ça coûte que dalle à personne, quoi. Exactement. Donc c'est mettre en regard ça et la question de la restauration. C'est ça qui produit des frictions au sens neuronal dans mon cerveau, quoi. Et c'est juste ça que je voulais dire. Oui, mais ce que vous faites, encore une fois, c'est super et je préfère savoir que vous êtes là plutôt que le contraire. Hein. Merci. Oui, mais c'est vrai que moi, ce que j'entends, c'est quand là, on part d'un état de fait. Voilà, il y a des super polluants, il y a des cochonneries qu'on va cacher sur le côté, etc. Mais oui, ce que tu dis, c'est là, quoi. Ce serait mieux. Mais c'est aussi pour ça que la directive 4 sur l'eau est sortie. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un constat catastrophique de l'état des cours d'eau. Et donc, si en 2027, les États n'ont pas amélioré cette situation, il y aura des millions d'euros à la clé en pénalité, quoi. Et c'est ce qu'on a vécu aussi sur le confinement. Vous avez dû voir arriver plein de... Non ? Il n'y a pas eu... parce que là, c'est vrai que c'est fascinant, la vitesse à laquelle la vie reprend ses droits. Pendant le confinement, il y a eu la même chose. Oui, c'est pareil. Ouais. Après, même en ville, il y a eu des reproductions d'oiseaux là où ils n'ont jamais niché parce qu'en fait, ils étaient tranquilles, quoi. Ouais. Ok, super, merci.